commence. On va pas les slides. C'est parti, tu peux y aller. Ok, bonjour à tous, merci d'être là. Alors comme on n'est pas nombreux, n'hésitez pas à être un peu interactif, hein. D'habitude les gens je les vois pas là, on se voit bien. Donc aujourd'hui je vais faire Kotlin DSL. Qui ne me connaît pas? Bonjour, je m'appelle Nicolas Frankel. Ah, quand même. Je suis développeur Java depuis plus de 15 ans. J'ai fait du dev, j'ai fait de l'architecture, j'ai fait de la solution architecture. J'ai fait des trucs qui n'ont rien à voir avec Java. J'ai aidé à migrer de Oracle à ANA. Enfin, j'ai fait des trucs, mais je me demande comment j'ai pu survivre à tout ça. Et j'ai réévalué mes choix de vie récemment et maintenant je suis développeur advocate pour une société qui s'appelle Exoscale. Vous connaissez Exoscale, hein? Très bien, super. Ouais, c'est marqué là. Donc en fait on offre du cloud, on offre du IaaS. Donc vous pouvez venir jouer avec, essayer, puis si ça vous plaît, potentiellement externaliser votre infrastructure. On est suisse, donc on a 2 data centers en Suisse, un en Autriche et en Allemagne. Et comme je suis dans la même salle que les gens qui font du support, je peux vous dire que les mecs ils sont vraiment bien. Voilà, bon, vous êtes là pour autre chose, vous êtes là pour parler de Kotlin DSL. Donc c'est quoi un DSL? Un DSL, c'est un Domain Specific Language. Et en fait, le concept du DSL, c'est que par rapport à un General Purpose Language, on va pouvoir faire moins de choses, mais de manière beaucoup plus productive. Quelques petits exemples. Voilà, un General Purpose Language, c'est XML, on peut faire plein de choses. Puis on va définir des grammaires, on va définir des langages spécifiques, comme MathML, comme j'ai mis voilà, HTML. Et donc on va réduire le scope et on va pouvoir faire des choses beaucoup plus précises, beaucoup plus productives. Vous avez la même chose avec Java. Alors Java, les DSL apparemment sont beaucoup concentrés sur la partie test. Est-ce que vous avez déjà utilisé Ancret, Certi, ouais. Hein, donc on a un langage DSL qui est vraiment pour faire des assertions, pour vraiment vérifier. Et donc on a des fluent, j'en parlerai à peu près, un fluent language. Et dans Kotlin, ce qui existe, c'est Anko. Je ne sais pas si vous avez fait un peu d'Android. Hein. Ouais. Aujourd'hui, en fait, en Android pur, pour définir vos interfaces graphiques, vous utilisez du XML, puis après vous inflatez le XML, puis après vous devez faire plein de choses dessus. Anko, en fait, c'est un DSL qui vous permet de déclarer vos views directement dans du code Kotlin. Et qui permet plein de raccourcis. J'ai un peu lâché, mais en tout cas, quand j'avais essayé de me mettre à Android, j'avais trouvé ça assez intéressant. Et puis il y a un petit framework que j'ai fait tout seul, qui n'est pas prêt, mais c'était juste une proof of concept, justement. C'est d'utiliser Kotlin pour faire du Vaadin. Donc en Java, Java c'est bien, mais on est un petit peu limité. Donc pour faire un DSL en Java, on peut dire en fait c'est l'ordonnancement des méthodes qui va faire, c'est ce qu'on fait d'habitude. Hein, le problème c'est après ce que je montrerai après, parfois il y a des séquencements qui sont pertinents, puis des séquencements qui n'ont aucune influence. Donc parfois on se demande pourquoi c'est dans tel ordre. On peut faire des méthodes chaining. Hein, donc par exemple votre setter, hein, on l'appelle pas setter, on l'appelle with. Et puis il retourne 10. Puis comme ça on fait with Toto, with Tata, with machin. Comme ça on a l'impression d'être super productif. Plutôt que d'appeler 15 fois le même setter. On peut appeler des méthodes nestées. Et ce qui est bien maintenant, c'est qu'on peut utiliser aussi des lambdas. Donc par exemple, si je veux faire de la Serve4j, je commence par une méthode statique, qui est généralement le point de départ des fluent, des DSL en Java. Et puis derrière, voilà, j'utilise une méthode nested, j'utilise la méthode chaining, et puis après on a un truc qui se lit comme de l'anglais, mais qui est du code. C'est un petit peu le DSL standard en Java. Il y a aussi une lambda ici, donc après là vous avez à peu près tout ce que j'ai décrit juste avant. Mais on est là pour parler de Kotlin. Qui n'a jamais entendu parler de Kotlin? Ça tombe bien. Qui a déjà codé en Kotlin? Quasiment la moitié. Ok. Donc, aujourd'hui, un Kotlin, comme il se présente, c'est un langage de programmation statiquement typé. Ça, pour moi, c'est super important. On n'ait pas besoin de faire des tests pour vérifier que ce soit le bon type qui soit dans la variable.
Au départ, hein, ils ont voulu faire quelque chose sur la JVM. Je ne sais pas pourquoi, ça a vite pris sur Android. Peut-être parce que l'API Android, elle est un petit peu... si vous êtes en dev Android, c'est un petit peu lourd. Hein. Quand vous avez une méthode qui a 9 paramètres et puis qu'il faut en passer 8 nuls pour avoir le dernier, c'est un petit peu pénible. Comme on veut que ça soit tout petit, ben forcément, ils n'ont pas les méthodes override. Et aujourd'hui, ça revient encore vers la JVM. Avec Spring Boot par exemple. Donc c'est développé par une boîte qui s'appelle JetBrains. Je suppose que vous avez au moins entendu parler d'IntelliJ IDEA ou que voire même vous l'utilisez. Depuis Google I.O. 2017, je dis pas de bêtises, ou 2018. 7, hein, 17 c'est l'année dernière. C'est officiellement supporté par Google hein, sur Android. Donc si vous faites du code Kotlin et qu'il y a un problème, vous pouvez leur dire là il y a un truc qui marche pas. Ça c'est vraiment très bien. Parce que pour la petite histoire, il y a des ingénieurs en interne de Google qui l'utilisaient déjà avant, sauf que je ne voulais pas communiquer là-dessus. Et la semaine dernière, donc il y a eu la Kotlin Conf à Amsterdam et ils ont annoncé officiellement qu'ils avaient créé une fondation avec Google. Donc il y a JetBrains, Google qui ont la fondation pour gérer Kotlin. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Donc c'est un code open source, vous pouvez venir le forquer, contribuer, etc. Aujourd'hui, on compile sur la JVM, donc vous pouvez produire du bytecode compatible. Vous pouvez transpiler en JavaScript. Donc vous pouvez avoir un projet qui est entièrement fait en Kotlin, une partie qui va compiler en bytecode, l'autre partie qui va compiler en JavaScript. Vous pouvez même avoir des modules communs. Donc vous avez un module qui est à la fois compilé à la fois en bytecode et à la fois en JavaScript pour être utilisé par les deux. Par exemple vos objets métiers, ça c'est pas mal. D'ailleurs, il y a une présentation très intéressante au Jackal sur ce sujet-là, si vous voulez voir sur la page YouTube. Je laisse continuer. Gaëtan ? Oui. Gaëtan, Gaëtan, lui, voilà, c'est son dada actuellement. Il a une librairie de data visualisation. Et lui, Gaëtan, en plus, a commencé Kotlin avant moi. Donc lui, il a tout l'historique. On a aussi une initiative aujourd'hui qui n'est pas officiellement supportée, qui est considérée comme étant expérimentale pour compiler du Kotlin en natif. Donc directement, vous avez du Kotlin et vous avez... la semaine dernière, j'étais à un workshop pour justement essayer de faire ça. C'est encore un petit peu compliqué. C'est un petit peu comme compiler... qu'est-ce qu'il nous expliquait la dernière fois, le monsieur qui était là quand on voulait faire du... comment ça s'appelle? Du Rust. Du Rust. Enfin, pas du Rust, mais quand on voulait utiliser Rust pour faire du WebAssembly, et surtout l'intégration avec JavaScript, c'est pas encore très sec. Là, c'est un petit peu la même chose. Donc, à moins que ça vous intéresse vraiment, je vous dirais peut-être pas à y regarder. Et moi, j'aime bien le résumer parce que je dis que c'est un Scala, mais plus simple. Kotlin, ils n'essayent pas de prouver la théorie des types avec un langage de programmation. Eux, ils essayent de faire en sorte que le code qu'ils lisent, parce qu'en fait, il faut savoir que IntelliJ est fait en Java, par exemple. Et en fait, c'est un des premiers acteurs qui s'est dit je ne vais pas pouvoir gérer des millions de lignes de code écrites en Java pendant longtemps comme ça. Et donc, une des raisons pour lesquelles ils ont voulu un meilleur langage, c'est le fait de pouvoir eux-mêmes coder avec ce langage. Donc, en fait, ils se nourrissent de leur propre dog food. Et je pense qu'ils sont assez rationnels et assez pertinents dans leur choix. Donc, quelques features. Aujourd'hui, forcément, Kotlin est object-oriented, parce que tous les langages qui tournent sur la JVM, en tout cas la plupart, sont object-oriented, mais il est aussi fonctionnel. Donc là, encore, ils n'essayent pas de faire mieux que les autres, ils essayent juste de dire, il y a des gens qui préfèrent la programmation objet, d'autres qui préfèrent la programmation fonctionnelle. On va permettre de faire les deux. Typé statiquement, ça pour moi c'est pas négociable. Null safe, alors ça c'est super intéressant, je crois que je vais le mettre à côté, puis juste après je vais vous faire une petite démo quand je passerai sur la démo. C'est null safe et smartcast. Donc vous avez un type, une hiérarchie de type où la valeur ne peut jamais être nulle. Si vous avez ce type-là, vous savez que c'est pas nul. Vous n'êtes pas obligé de faire if machin de nul, ou vous n'êtes pas obligé d'avoir un wrapper optional, comme en Java par exemple, ou en Scala. Et qu'est-ce qui vous garantit que l'optional lui-même n'est pas nul? Ça, c'est un truc qui m'a toujours impressionné, quoi. Dans Java, de dire, ouais, mais on a la null safety. Ouais, mais en fait, c'est juste, tu fais confiance, quoi. Là, c'est le compilateur qui vous garantit que ça ne peut pas être nul. Et le smartcast aussi, dont je parlerai juste après. Pas d'exception checked. Ça, c'était, je pense, conceptuellement au départ, c'était une bonne idée, les exceptions checked. En tout cas, qu'on me les a expliquées
quand j'étais jeune, et puis après, à force de les utiliser, bah, c'est un petit peu chiant quand même. Hein. Des try-catch ou des throws, c'est un petit peu pénible. Hein. Bah, c'est dans l'air du temps. Named et optional argument, je montrerai juste après. Bon, les lambda, c'est comme en Java. Les extension functions, pour moi, c'est le selling point. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que la null safety, c'est le selling point. Pour moi, c'est les extension functions, et je le montrerai dans ma démo. Et quelque chose qui, à mon avis, fait en sorte que Scala restera toujours quelque chose, un marché de niche, c'est la compatibilité Java. Kotlin est fait dès le départ pour être 100% interopérable avec du code Java. Bien sûr, dans le sens, Kotlin peut appeler du code Java facilement, mais surtout Java peut appeler du code Kotlin très facilement. Je ne sais pas si vous avez essayé d'appeler du code Scala depuis Java, c'est un petit peu compliqué quand même. Vous avez essayé? Ouais, un petit peu. Tu confirmes que c'est les dollars, il y en a un peu trop à la fin? C'est difficile. Ou Ouais. alors il faut coder explicitement C'est ça, voilà. l'API Scala pour qu'elle soit compatible. C'est possible, mais du coup, il faut se limiter beaucoup. Ah, c'est toujours Il faut possible de créer toute des manière. façades. Il faut Ouais. créer des façades pour Java. Donc là, le but c'est que ça soit interopérable à 100% from scratch. Alors en l'occurrence, c'est pas 100%, je crois que c'est 99%, mais vous pouvez vraiment aller très très loin. Donc, ce qu'on veut faire, enfin ce que moi je veux faire, enfin ce pourquoi vous êtes venus, c'est coder un DSL pour qu'on ait l'impression que ça soit du déclaratif, comme du JSON, du XML, etc., mais qu'à la fin ça soit du code pour qu'on puisse utiliser des boucles ou des choses comme ça. On a tout dit maintenant. Pourquoi? Non, c'est très bien. Moi, je trouve l'idée excellente. Le DSL ou Non, Kotlin? non, mais c'est que ce soit déclaratif, que ce soit du code derrière. C'est l'intérêt. Je sais pas si tu as utilisé, mon Dieu, je vais dire un mot que j'aime pas, mais Gradle. Hein. Voilà. La Gradle, typiquement, ils t'offrent un DSL. Avant, ils offraient un DSL, d'ailleurs toujours maintenant, mais ils utilisaient un DSL Groovy. Et le problème de Groovy, c'est que c'est un langage qui est dynamiquement typé. Donc, tu es dans ton IDE, tu fais contrôle espace et t'espères que ton IDE il est assez intelligent pour comprendre. Ils offrent maintenant un DSL Kotlin, et là tu fais contrôle espace, et comme c'est statiquement typé, tu sais que tu vas appeler telle méthode, et c'est pas juste de l'inférence, de machin, c'est vraiment... voilà, mais faut pas faire du Gradle. Voilà, bon, on a bien parlé, c'était vraiment sympa. Moi je suis désolé, je suis très code, hein, donc on va faire du code. Alors, hop, tac. Qui est familier avec Vaadin, hein? Personne n'est familier avec Vaadin, hein? C'est quoi, vas-y? Vaadin, Je plaisante. Pas besoin. non mais je sais pas, vous connaissez Vaadin? Vaadin, c'est un framework qui vous permet de faire des interfaces graphiques, donc programmation orientée événement, donc on fait des listeners, etc., des composants, et derrière, quelqu'un disait, c'est comme du swing, mais sauf que derrière, vous avez une web app à la fin. Donc vous pouvez la livrer sur le web. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, vous pouvez faire une web app sans connaître JavaScript, sans connaître CSS, et avoir un résultat qui marche. Donc vous pouvez avoir un ingénieur qui fait une web app, ce qui généralement n'est pas le cas. À moins que ce soit un full stack développeur, mais j'en connais pas des vrais full stack développeurs. Soit vous êtes plutôt back-end, soit vous êtes plutôt front-end. Les mecs qui sont très très bons partout, ça peut exister, mais à mon avis, il est trop cher pour vous. Et pour moi. Et pour beaucoup de gens. Sauf pour lui. Ok. Donc voilà, donc là, je pense que même si vous n'avez jamais fait de Vaadin, vous pouvez comprendre que derrière, bah voilà, donc j'ai une classe qui est en UI. Donc UI, ça représente en fait l'intégralité de ma fenêtre de navigateur. Puis j'ai mes méthodes de bootstrap qui s'appellent init. Je dis que je veux utiliser le thème Valo, je crée un nouveau vertical layout, je crée un label, un text field, j'ajoute les composants, je rajoute une margin autour et je dis que le contenu de l'UI, c'est le layout. Ça va? Ça se lit assez bien. Après, on peut se poser des questions. Et je vous parlais de l'ordre tout à l'heure. Bah, par exemple, est-ce que ça va changer quelque chose? Bah, a priori, non. Et ça, non plus. Et ça, non plus. Puis ça, bah, moi, j'aimerais bien le mettre là. Ça ne changerait non plus. Et puis, en fait, je peux même faire ça. Ou ça. Mais par contre, si je change l'ordre ici, alors là, ça change. Parce qu'en fonction de l'ordre dans lequel on ajoute les composants, on n'a pas le même résultat. Et donc, en fait, bah, j'ai du code qui a un certain ordre, comme ça. Et moi, ce que je voudrais, c'est que mon code,
via un DSL, il soit beaucoup plus lisible, il soit beaucoup plus clair, et justement, il n'y ait pas ce problème d'ordonnancement, où quand l'ordre il ait vraiment une signification. Alors, je profite pour faire une petite pause. Maintenant que j'ai posé le problème, tout à l'heure, je vous parlais de la null safety et des smartcasts. Donc, je vais créer alors, je ne suis même pas obligé de faire une classe, parce qu'en Java, tout doit être dans une classe. Donc, quand on veut mettre des choses sur un array avec une classe, il faut créer une méthode statique. Mais en fait, c'est débile. Donc, je vais créer juste une fonction, Toto, voilà. Et je vais déclarer une variable. Donc, je vais l'appeler Toto. Elle va être de type string nullable. Donc là, j'ai le droit de dire qu'une variable Toto, elle peut être nulle. Même s'il y a quelque chose dedans. J'ai le droit de dire que Tutu, par contre, lui, il n'a pas le droit d'être nul. Donc si je lui dis qu'il est égal à chaîne vide, il va me dire oui. Si je dis qu'il est égal à nul, il va me dire non. Donc, si je prends une variable qui potentiellement est nulle, et je fais if toto.toString par exemple, si je fais toto.toString, pas de if, toto.toString, là, potentiellement, qu'est-ce qu'il me fait là? Il devrait me faire quelque chose. Et si je fais tutu.toString, pardon. Donc là, normalement, il devrait me faire une erreur de compile. Je ne sais pas pourquoi il l'accepte gentiment. C'est marrant. Ouais, c'est pas très marrant en fait, parce que ça casse un petit peu ce que je voulais vous montrer. Mais c'est une autre méthode que toString. Ah, tu penses que... Ah, Peut-être le toString que c'est pas- correct. Je crois que il gère la null safety toString. Merci. Il t'appelle comme une méthode d'un truc qui est nul, quoi, c'est incroyable. Merci. Voilà, merci. Et en fait, si je regarde toString, c'est any, mais bon, non. Alors, je dis une connerie. Je sais pas pourquoi sur toString il le fait. Mais Tu peux réimplémenter dans string pour peste, supporter. mon mauvais exemple. Donc là, il me fait une erreur sur le premier appel, parce que comme Toto peut être nul, et que je vérifie pas s'il est nul avant, bah, il m'engueule. Donc le truc dans ce cas-là, c'est utiliser l'opérateur null safe, qui va rien faire si l'élément est nul. Smart. Mais il y a encore mieux. Je veux vraiment avoir le toto.length. Donc ce que je peux faire, c'est if toto différent de nul. Et ça, c'est à mon avis, c'est super bon. Là, vous voyez qu'il a smart-casté ça. Donc c'est plus string point d'interrogation à l'intérieur du bloc. Il a automatiquement fait un transtypage vers le type qui ne peut pas être nul. Parce qu'il sait qu'ici, il n'est pas nul. Le compilateur, quand Kotlin, il est quand même pas con. Ouais. Ouais, mais tu as quand même du code qui s'exécute. Tu n'auras pas des null pointer exceptions, ce qui est bien. On peut toujours avoir des null pointer exception. Enfin, tu en auras moins. Ouais. Mais tu as du code qui ne s'exécute pas. Donc, par exemple, si tu passes à un argument à une méthode, ouais. bah, tu peux pas. Enfin, Je passe quoi un argument à une méthode? Je lui passe une string qui peut être nulle ou pas être nulle? Qui peut pas être nulle. Et par exemple, ici, je lui dis un toto de nul. Il me dit, bah non, tu peux pas. C'est nul. Alors que par contre, si je fais toto de quelque chose, il me dit ok. Et puis ici, si je fais point d'interrogation, je peux lui passer nul. Ah bah oui, je peux lui passer nul. C'est pas un problème d'exécution du code. Le truc, c'est qu'en fait, le compilateur est suffisamment intelligent pour pseudo-exécuter, faire une exécution symbolique et dire ah bah là, ça peut être nul, là, ça peut pas être nul. là, tu as juste une interaction. Si tu en as deux, par exemple. Ça marche aussi, c'est la même chose. On pourra faire l'essai après. C'était juste pour je voulais vous montrer le null safety et le smartcast. Et puis avec IntelliJ, en fait, on peut faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Ben là, forcément, ça marche plus très bien. Parce que ici, alors ici, il faudrait dire qu'en fait, ça peut être, en fait, c'est une string. C'est nul as string.tuk. Voilà, là ça marche de nouveau.
Bah oui, parce que nul, on ne sait pas quel type c'est. Tout à l'heure, ça marchait bien parce que c'était... parce qu'il y avait un type. Bref. C'était juste pour vous montrer les smartcasts, parce que je pense que ça, c'est vraiment, vraiment classe. Ok. Donc, vous avez repassé mon petit problème. Je mets mes lignes dans tous les sens. Il y a 2 lignes dont je suis obligé de garder l'ordre. Les autres lignes, je peux faire ce que je veux. Et c'est pas très smart. Donc, ok. Donc, ce que je voudrais pouvoir, au départ, c'est encapsuler, je sais pas, par exemple, ces lignes-là. Bon, en Java, c'est simple. Hein. Quand je veux agir sur un élément et que je ne peux pas l'enrichir, ce que je fais ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crée une classe, parce que je suis obligé de passer par une classe, et je crée dedans une méthode statique. Et donc, je peux faire ça. Donc, je peux dire layout, et là, je dis, hop, vertical layout, alors, pardon, il faut que je fasse UI utils de vertical layout, et le vis. Hop, pouf. Et ça, que celui qui n'a jamais créé de date utils ou de string utils me jette la première pierre. Donc là, moi, je crée mon UI utils. Ok. Eh ben, je vais vous montrer comment en Kotlin, en fait, tout ça, c'est pas nécessaire. Donc déjà, hop, Kotlin UI. Ok. Donc, au niveau Kotlin, la déclaration d'une classe et la déclaration du constructeur, comme 95% des classes ont un seul constructeur, c'est comme en ce cas-là, on merge tout ensemble. Encore une fois, Kotlin ne prétend pas être original, prétend juste être pragmatique. Par contre, un truc assez fun, c'est les getters et les setters. Un truc très simple, c'est que moi j'ai plus de mal à comprendre que ça c'est un setter, alors que si je fais ça, je comprends tout de suite qu'il y a une affectation. Ça, c'est pas mal. Ça marche sur les setters, ça marche aussi sur les getters. Ok. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, pour avoir un code qui est plus lisible, de faire get Toto et de l'affecter à une variable Toto, puis de le réutiliser tout le long. Ça m'arrive tout le temps pour éviter d'avoir des points, machin, etc. Là, en fait, il n'y en a plus besoin, quoi, parce que vous n'êtes plus obligé de faire val theme est égal à get theme. Naturellement, vous utilisez sim. Ça simplifie un petit peu la... C'est du sucre, hein, c'est du sucre syntactique, mais c'est déjà plutôt simple. Ouais. Cool. Et donc, ce que je vais vouloir faire, hein, c'est la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Donc en fait, et là, on va passer du temps là-dessus parce que c'est hyper important. Donc plutôt que de créer une méthode statique, donc je peux le faire en Kotlin aussi. Alors IntelliJ a un truc assez fun pour ça. Parce qu'en fait, si vous prenez une méthode Java et vous faites un copier-coller derrière, il vous dit vous voulez convertir, et pouf, il vous la convertit. C'est pas mal. Ok. Donc en fait, j'ai une méthode, je lui passe quelque chose, j'agis sur le quelque chose et je retourne ce que j'ai créé. En fait, en Kotlin, il y a un truc qui s'appelle les extension functions. Et ça, c'est un truc de folie. Plutôt que de passer en paramètre une instance, je vais rajouter du comportement à la classe. Dans le contexte, dans le scope que j'ai défini. Vous pouvez dire que c'est private, que c'est dans la classe, etc. Ouais. Non, ça choque personne. Comme JavaScript, c'est comme ça. Oui, sauf que ça, c'est un vrai langage. C'est statiquement typé. On peut faire en Groovy, ça aussi, mais ce que je veux dire, c'est pas un langage dynamique. Okay. Là, c'est statiquement typé, et derrière, je rajoute du comportement à une classe. Pas de question là-dessus. Pas de question, Carlo. Je connais ça, donc... Ah merde, je connais ça. Ok. Mais le résultat est de quel type? Ah, ça c'est une bonne question. Donc à la fin, c'est compilé comme la méthode statique qu'on a vue en Java. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de cette méthode, je ne peux pas accéder à des membres privés, protégés, etc. Je peux accéder qu'à des membres publics de la classe. Mais ça permet d'écrire un code qui est beaucoup plus fin. Qui est beaucoup plus... Et puis je peux même faire ça d'ailleurs, parce que hop, je ne vois pas pourquoi je ne l'utiliserais pas ici. Puis j'aime pas les listes, donc je le vire.
Et là, je dis, hop, pouf, vertical layout. Donc, rien qu'en écrivant vertical layout ici, je vais exécuter ce code-là. Comme c'est l'UI, c'est rattaché à l'UI, quand j'exécute cette méthode, il va créer un nouveau vertical layout, ça c'est facile, et il va faire un set content sur l'UI. Ouais, mais pour arriver à ce niveau-là, il faut connaître bien le langage, je veux dire. Non. Les extension functions, c'est quelque chose qui vont venir très naturellement. À chaque fois que tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as une fonction qui Non, prend... ce que je veux dire, c'est à la place de... Ok, là, je comprends que c'est un set sur content, mais non, là, la dernière ligne. Ouais, Content égale vertical layout. ouais. Mais il faut bien savoir, à mon avis, il faut écrire quelquefois set content pour comprendre. Ah oui, bon, oui. Si ça existe. Ou alors 10.content. Oui, Oui, c'est comme quand tu fais du vélo, tu vas pas faire le Tour de France demain, mais... c'est sympa qu'on connaît bien les choses qu'on a écrites parce que ça fait 10 fois qu'on les écrit de façon un peu verbeuse, on va dire. Alors, moi j'ai commencé Java en venant du C, mais j'avais fait du C pendant mes études, et du C++, et j'ai commencé Java. Et c'était à une époque où il y a beaucoup de gens qui se mettaient à Java, beaucoup de développeurs C. Bah, les développeurs C, ils écrivaient du code Java comme ils écrivaient du C. Donc si demain tu te mets à Kotlin, bah, tu feras comme moi j'ai fait, tu écriras du code Kotlin comme quand tu écrivais du Java. Tout d'un moment, à force d'en faire et d'en lire surtout, tu vas voir que bah, y a des choses qui vont s'améliorer, tu vas changer des choses. Le problème, c'est pas d'écrire du Kotlin, c'est d'écrire du Kotlin idiomatique. Ça prend du temps. Ouais. Il y a aussi un truc qui est incroyable dans IntelliJ, c'est que si tu écris du Java, enfin tu écris du Kotlin à la manière de Java, il te propose. T'es sûr qu'il ne faudrait pas plutôt faire comme ça? Ouais, alors avec Il y a pas un de léger set delta. content, il te le soulignait, et puis t'as Ouais. proposé. Il y a un petit delta, hein, parce que si tu vraiment as du code Java, en fait, surtout Bien n'importe... sûr, mais ça te permet d'apprendre plein de choses. Tout à fait. Ouais, Ouais. si c'est Ça mérite souligné, ça, si quoi. tu pourrais le faire différemment. Et il ne faut pas vous arrêter là quand même. Hein. Après, vous pouvez aller un peu plus loin. Mais encore une fois, c'est progressif. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc moi, voilà, ça c'est les extension functions. Donc ça marche à la fois sur les méthodes, ça marche aussi sur les propriétés, sur les attributs. Et pour moi, c'est pour moi ce qui fait vraiment la différence. Moi, ça m'a posé quelques petits soucis pour le tester, par contre. Ok. C'est que quand tu l'encapsules à l'intérieur d'une classe, Ah, alors oui, après c'est le scope. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, je vais le virer. Hop. Est-ce que tu peux revenir, tu étais en train d'expliquer quand il fallait utiliser les extension functions, quand ça devenait naturel? Alors, en fait, si tu as une... Alors, première chose, on n'a pas besoin de faire des classes pour écrire des fonctions. Une fonction, elle peut rattacher un package, un namespace. Ok? Donc, s'il n'y a pas besoin d'une classe, on ne fait pas de classe. Ok? Et après, tu vas te rendre compte qu'après, tu as des fonctions qui prennent un paramètre, et un paramètre unique, et en fait, tu vas modifier ce paramètre tout au long de l'appel de ta fonction. Tu vas faire des choses dessus. Et bien ça, typiquement, c'est le use case standard d'une extension function. C'est-à-dire, plutôt que d'utiliser ici une UI et de faire UI.setContent, ben en fait, c'est vachement plus naturel de dire que c'est une extension function et d'utiliser this. Ça devient vraiment naturel. Et le pattern, il se répète. Dès lors que tu vas passer un paramètre et le modifier plusieurs fois, ça va venir tout seul. Alors après, en Vaadin, ce qu'on peut faire, c'est, une fois qu'on a créé notre layout, ce qu'on peut dire, c'est on peut dire, par exemple, vertical layout.setSpacing is spacing égale true, hein, et vertical layout.margin, donc c'est setMargin, margin, c'est margin info de true, par exemple. Donc en gros, c'est la même chose que quand vous faites des CSS, c'est pour gérer le padding et la margin. Et sauf que là, je fais rien, quoi. J'ai juste besoin de le faire de manière programmatique. Ok, très bien. Donc potentiellement, je peux avoir des vertical layouts créés avec des spacing et d'autres avec des margin. Donc premier truc réflexe quand on fait du Java, ben, on va créer nos méthodes override. Hein, donc je crée ma méthode override. Hein. Alors déjà, premier problème. Hein, pardon. Hop. C'est quoi? C'est hop. Voilà, c'est un peu mieux. Donc en fait, c'est deux paramètres booléens. Donc le problème... On a deux fois la méthode, je crois.
Ah bah oui, bah c'est fait exprès. Pas la spacing, comment. Et merci. Non, mais il y en a deux avec spacing ball. Ah non, pardon, oui, d'accord. C'est pas... Carlo, je t'ai connu plus, plus fin. C'est fait exprès. Effectivement, comme tu as pu le noter, j'ai une erreur parce qu'effectivement, j'ai la même signature de méthode, mais le problème, c'est qu'il y en a un qui est spacing et l'autre qui est margin. Et ça fait du sens. Donc déjà, mon premier problème, c'est de dire, ah merde, je suis obligé d'en supprimer une. Donc je vais supprimer celle-là, par exemple. Bon, là, maintenant, ça compile. Et donc, je peux appeler mes vertical layout avec mes plusieurs paramètres. Donc, true, puis true. Ok. Trop bien. Je suis trop content. Donc là, j'ai l'impression que ça marche bien. Alors déjà, premier problème, c'est comme je passe plusieurs paramètres de même type, je ne sais pas le nombre de fois où vous avez créé une personne et vous ne savez jamais si la première string c'est le first name ou la deuxième string c'est le last name, c'est toujours un problème, quoi. Alors si vous utilisez IntelliJ, il est super sympa, il vous le dit, hein, depuis les dernières versions, ça marche aussi en Java. Par contre, si vous le voyez sur GitHub, etc., c'est toujours un petit problème, quoi. Donc ça, c'est un problème. Donc bah, ça, pas de mystère, on reprend ce que c'est faire très bien ce cas-là, et on peut dire, haha, et ben en fait, ce qu'on va faire, ici, spacing égale true, et margin égale true. Donc on a des paramètres nommés. Et là, on ne se pose plus la question de savoir si c'est le premier ou le deuxième, parce que là, c'est écrit sous vos yeux, quoi. Pas mal. Du coup, ça peut éviter aussi d'appeler une méthode avec nul et après... Exactement. Alors, oui et non. Il faut une deuxième chose que je vais montrer juste maintenant, c'est les paramètres par défaut. Et en fait, je me rends compte ici que bah, maintenant que j'ai des paramètres par défaut, bah, potentiellement, j'ai plus besoin de lier mes différentes méthodes, parce que là, je les avais même pas liées entre elles, hein, parce que j'étais vraiment feignant. Donc là, je peux les virer. Plus de méthode override, parce que j'ai des signatures de méthode avec des paramètres optionnels ou pas. Constructeur, même combat, j'ai des paramètres par défaut. Ça, franchement, ça simplifie la vie. Donc maintenant, c'est ce que tu disais. Par exemple, ici, je veux dire margin égale true. Bah, je ne suis pas obligé de spécifier le paramètre spacing. Je peux dire margin égale true. Et par défaut, spacing beau false. À la fin, le bytecode, il y a les méthodes override, je m'en fous. Mais ici, là, dans le code que je lis, j'ai tout sous les yeux. Et je ne suis pas obligé de chaîner mes constructeurs, je ne suis pas obligé de chaîner mes méthodes. Enfin, c'est vraiment, vraiment cool, quoi. Alors, je suis désolé, je suis un petit peu fan, forcément. Je suis un peu bon public. Ok. Après, ce qu'on peut faire, c'est commencer à utiliser la librairie Kotlin, parce que la librairie Kotlin, elle est super riche. Ce qu'on peut faire, c'est que plutôt que d'utiliser vertical layout, de le mettre dans une variable et après de répéter vertical layout.spacing, vertical layout.margin et puis content vertical layout, ce qu'on peut faire, c'est faire un apply. Et quand on fait un apply, on peut virer tout ce qui est vertical layout parce que la variable elle n'existe plus et elle est remplacée à l'intérieur du bloc par 10. Alors là par contre je suis obligé de mettre 10 parce que sinon je rentre en conflit avec autre chose. Donc je vais le laisser ici parce que c'est plus classe. Et puis là après on voit que en plus ici la variable elle est vraiment plus utilisée. Ouf. Donc la signature de la variable apply, et c'est là qu'on a les lambda with receiver qui sont un autre problème. Donc là déjà on sait que c'est une extension function. Ok? Hein, vous vous souvenez, la signature de l'extension function, c'est j'ai ma classe, point ma méthode. Ok? Ok. Donc maintenant, si je vais, ici, ok. Donc j'ai ma classe, point ma méthode, et ici, je vais lui passer un bloc, et ce bloc, c'est une lambda. D'accord? C'est une lambda qui a... Alors, je vais vulgariser, qui prend rien et qui retourne rien. Ok? Vous écrivez la même chose en Java, hein? Non? C'est quoi? C'est un runnable? Il prend rien et il retourne rien. Ok? La seule différence, c'est qu'ici, le je prends rien, il est suffixé par le type lui-même. Et ça veut dire qu'en fait, à l'intérieur
de ce bloc, vous pouvez dire que this, c'était, et c'est celui qui est là. Ça s'appelle un lambda with receiver. Donc en fait, si ici, je dis vertical layout.apply, et là aussi, merci IntelliJ, this, c'est vertical layout. Donc c'est l'instance elle-même. Et après, bah, on exécute le bloc de code. Pas mal. Ok? Je peux faire encore plus smart, hein, plutôt que de mettre ça comme ça. Ce que je peux faire, c'est dire, ok, bah ça, je vais l'externaliser. Tac. Comme ça. Parce que la méthode apply, elle retourne l'instance courante. C'est pas mal, hein? Ouais? Ouais. Ok. Maintenant, le vertical layout, il me sert à rien, parce que ce que je voudrais faire, en fait, c'est rajouter des composants dedans. Et là, je peux rien rajouter dedans, puisqu'en fait, je retourne, par défaut, je retourne unit, je retourne rien, quoi. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est, ici, dire, je retourne mon vertical layout, et puis dire que bah, je reviens comme j'étais avant, tac, je fais content et this, et puis je return ça, tac. Ok? Donc ici, en fait, ça, bah, de nouveau, je peux dire val vertical layout égale vertical layout, et puis ici, je peux faire des choses sur mon vertical layout. Et je reviens dans mon problème de tout à l'heure, où potentiellement, bah, je l'ai mis dans une variable, donc je peux la balader à droite à gauche, la passer par référence à une autre méthode qui va faire des choses dessus, des problèmes d'ordonnancement, etc. Donc en fait, c'est pas une bonne idée, c'est une fausse bonne idée. Mais le problème, c'est que bah, voilà, c'est une fausse bonne idée, sauf que bah, qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ça? Alors, en fait, ce que je peux faire, c'est ce que je faisais tout à l'heure, en utilisant un lambda with receiver. Ce que je peux faire, c'est ici définir une méthode sur l'UI qui prend rien et qui renvoie unit et qui s'appelle init. Et là, je me vautre toujours dans la syntaxe. Voilà. OK? Et en fait, dans ce cas-là, je vais faire la même chose et je vais faire le apply de init. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai vautré? C'est un vertical layout, pardon, donc c'est sur le vertical layout et pas sur l'UI. Je me suis bien vautré. Et là, ça va vachement bien. Voilà. Donc ça veut dire que... ouais, ça commence à être un petit peu vicieux. Donc ça veut dire que j'ai une méthode initialisation que je vais passer, qui va s'appliquer sur le vertical layout que j'ai créé ici. Et donc maintenant, je peux faire mes add components ici, dedans. Et je sais pas, alors un label par exemple. Voilà. Et maintenant, je n'expose cette variable vertical layout, je l'expose nulle part. C'est à l'intérieur de mon scope où j'initialise mes composants. Pas mal. Non, Carlo, lui, il s'en fout parce qu'il sait déjà tout. Donc en fait, il est juste là pour l'apéro. Exact. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ok? C'est bon là-dessus? Ah oui, mais alors comment je veux faire si je veux juste créer un vertical layout? Parce que là, il me dit, ah mon Dieu, je suis obligé de passer un paramètre. Bah, on a vu que on peut avoir des paramètres par défaut. Donc par défaut, c'est le lambda vide. Et là, de nouveau, ça marche. Alors il y a un truc, je suis passé un petit peu vite. Parce qu'en fait, normalement, ici, la lambda, je devrais la passer comme ça. Ok? Ouais, on est d'accord. Hein. Donc pourquoi il me gueule dessus? Parce que... Voilà, donc ça, c'est parce que je fais ça. Donc ici, je devrais dire init. Ok, donc là, ça marche. Ok? Par contre, moi, ce que je voudrais bien faire, c'est un truc comme ça. Tac, tac. Et en fait, quand le dernier argument d'un appel de fonction, c'est une lambda, ce qu'IntelliJ conseille, et ce que moi aussi, et ce que Kotlin conseille, vous pouvez le basculer à l'extérieur des parenthèses. Sucre syntaxique encore. Et surtout, maintenant, il ne casse plus les noisettes. Je peux de nouveau faire mon margin égale true. Ok.
Et maintenant, je peux faire mes add component de label de fou. Classe, non? Et vous voyez que je commence à avoir un truc qui commence à ressembler à un truc un petit peu sympa. Donc, ce que je peux faire la même chose que j'ai fait pour le vertical out, je peux le faire pour mon label. Plutôt que de créer une instance à la main, je peux créer une méthode qui s'appelle label, d'accord, qui s'applique sur le vertical layout, ok, qui prend en paramètre une string d'initialisation et potentiellement aussi une lambda with receiver qui par défaut fait rien du tout, qui me permet de faire tout ça. Alors il y a juste une petite différence, c'est que ici je retourne le label. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, mais ici j'ai choisi de le retourner. Donc ici, ce que je peux faire, c'est faire un label de fou. Pardon, de fou. Donc si vous voulez créer une référence dessus, maintenant c'est possible. Je ne dis pas que c'est une bonne idée, hein, mais au moins maintenant, c'est possible. Ok? Il y a une petite différence aussi ici, vous voyez, c'est que c'est pas this, c'est que c'est this at label. Parce que forcément, quand vous avez des lambdas dans lesquels vous définissez des this, à chaque fois, à chaque niveau, le this est différent. Je ne sais pas si vous avez eu le problème en JavaScript, vous devez à un moment faire that égale this. Pour garder la référence sur le this, sinon vous la perdez. Bah là, vous la perdez pas en fait. Ce que vous pouvez faire, c'est vous faites this at et vous pouvez remonter autant qu'il vous plaira. Et de base, c'est lequel qui est pris? C'est celui du truc le plus petit, quoi. Okay. Et là, ce que je veux, c'est comme je veux l'ajouter au vertical layout, je suis obligé de remonter d'un cran. Ok? Donc maintenant, je fais mon label fou. Il y a un truc en Vaadin qui est super cool, c'est que je peux faire du HTML aussi. Donc je peux faire un label HTML en disant strong, hello jug, non, pardon, juggle. On va faire un peu de promo. Voilà. Et pour afficher du HTML, je vais être obligé de lui dire set content mode. Donc je fais content mode, puisque maintenant on sait qu'on n'a plus besoin de faire un set, et je fais HTML. Non, pas celui-là. J'ai un peu rapide, c'est celui-là. Et donc, le problème, c'est qu'avec ça, si j'ai besoin de le faire 50 fois, c'est un petit peu pénible à lire, quoi. Hein, c'est pas super smart. Donc on se dit, ah ouais, mais en fait, on peut passer des paramètres ici. On va faire la même chose. Alors, on peut faire un content mode. Content mode. Comme on est un petit peu intelligent, on lui dit par défaut, le content mode, c'est texte. OK. Et puis là, on lui passe HTML à chaque fois quand on en a besoin. Tac. Alors, c'est un petit peu mieux. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me... Je ne suis pas super heureux non plus avec ça, quoi. Eh ben, c'est pas grave, hein. Pourquoi on s'embête la vie? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une vraie méthode. Si on en a besoin souvent, on crée une vraie méthode qui, elle, fait du HTML natif. Et là, on voit pourquoi j'ai renvoyé le label, parce que ici, en fait, ce que je peux faire, c'est plutôt que de créer un autre label avec ça, ici, je peux appeler la méthode label, ok, lui passer le label, lui passer la méthode applyInit, et puis faire ici un apply de content mode égal à HTML. Là, ici, j'ai un HTML. Puis là, j'ai un pas HTML. Ça dépend tout de votre besoin. Et puis, voilà, c'est la recette, elle est assez simple. Après, elle est super répétitive. Donc, comme la recette, elle est répétitive, je vais l'appliquer. Et là, imaginez qu'il y a 2 jours qui ont passé. Et je me suis fait mon petit DSL sur tous les composants de Vaadin qui existent. Et il y en a pas mal. Donc là, moi, j'ai tous mes trucs DSL. Voilà. Common, container, data presentation, etc.
Et puis je me suis fait un petit sampler, et là c'est très très intéressant. Voilà de quoi ça a l'air quand on utilise le DSL. D'accord? Et même si vous avez aucune idée de ce que c'est, de comment ça fonctionne, bah, vertical layout, tab sheet, tab accordéon, tab horizontal layout, button, 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 button. Click me, bah alors on click là parce que voilà, un petit icône. Si vous pouvez l'appeler, ou si vous voulez l'appeler explicitement, vous pouvez appeler icône, etc., etc. Je démarre mon sampler. Et normalement, sous mes yeux ébahis, quand ça a démarré, hop, tintin, j'ai mon petit sampler, où j'ai tous mes composants avec les différentes flavors que j'ai faites dessus. Bah, tout fonctionne a priori, hein. Label, click me, native button, donc j'ai un click me aussi avec un link. J'ai pas envie de me barrer ailleurs, des progress bars, des menus bars, des notifications, humanized, error, donc là je suis obligé de cliquer dessus, enfin c'est des composants Vaadin standard quoi, alors, on peut voir que ça marche bien. Data input multiple, donc ici voilà, j'ai rien mis dedans, j'ai initialisé à partir d'une connexion, j'ai initialisé à partir d'une property existante, options group pareil, etc. J'ai tout mon sampler et le code est disponible directement. Et puis on peut voir que, juste pour vérifier que je vous ai pas trop dit de bêtises, par exemple un button qui s'appelle label, ben, je vais faire un truc qui s'appelle, c'est quoi, c'est disable on click. Is disable on click égale true. Donc là, ce serait cool hein, si il reloadait la JVM sans que j'ai besoin de le faire. Ouais. Et là, on sent que j'ai Docker qui tourne derrière. Je vais décoller. Ah, hot swap fail. Ben, tout ça pour ça, quoi. Et là, je suis un petit peu désolé, mais je vais faire ça finalement. Ouais. Non, c'est des informations de session. Ce sont les logs rouges déjà. Non, mais par défaut, c'est les logs rouges. Mais voilà, donc là, hop, je fais ça. Et normalement, celui que j'ai, c'est le label. Donc ici, voilà, hop, tic. Et donc il est disable on click une fois que j'ai cliqué dessus. Donc le framework est vraiment bien. Et maintenant que vous avez un DSL pour l'utiliser, c'est du bonheur à tartiner. Enfin, moi j'adore, quoi, je suis fan. Et ben voilà, ce qui nous emmène à la fin. Tous les fois qu'on doit changer quelque chose au niveau graphique, il faut tout recompiler. Alors non, il faut tout recompiler, non, il faut juste recompiler et normalement s'il n'est pas très frais, quoi, je viens de le lancer juste pour ça, mais normalement c'est comme dans toutes les JVM, si tu la démarres en mode debug, il va recompiler juste la classe qu'il faut, il va peut-être tout recompiler, là le projet est un peu gros, et puis il va juste reloader la classe qu'il faut en faisant du hot swapping. Alors, souvent après j'ai des questions du mais pourquoi tu n'utilises pas Groovy? Groovy c'est trop bien. Alors ouais, Groovy c'est effectivement, on peut faire exactement la même chose, hein. Le problème, c'est que Groovy, bah, c'est le problème que j'ai avec les langages de script ou les langages typés dynamiquement, c'est que contrôle espace, ça marche pas très très bien. Puisqu'on peut rajouter du comportement dynamiquement, etc., ça marche pas super bien. Donc oui, c'est possible de le faire, mais je préfère la sécurité du type system. Et oui, je sais qu'avec Groovy, on peut rajouter des annotations par un des types. Autant avoir ça directement dans le langage. Pourquoi pas en ce cas-là parce que j'ai pas envie que quelqu'un réimplémente un basique. On peut faire plein de conneries avec ça. La compilation c'est un peu plus long. Je suis sûr que tu peux faire ça en Kotlin aussi. J'ai regardé, je me suis posé la question. Mais t'as aussi les opérateurs, enfin des... Ouais, alors c'est un truc dont j'ai pas parlé. Ouais, mais pas tous. Pas tous, mais... voilà, donc le takeaway de tout ça. Donc 100% Java interopérabilité, c'est vraiment le concept du langage. Donc les properties qui permettent de faire des get et des set facilement. Extension function, pour moi c'est vraiment le truc de malade. Les paramètres nommés avec des valeurs par défaut.
les lambda with receiver qui vous permettent, en utilisant les extension functions, hein, d'ouvrir les accolades et puis de mettre du code dedans. Il y a deux choses que je n'ai pas montrées qui peuvent vous servir si vous voulez faire des DSL. Vous pouvez faire de l'opérateur overloading. Donc là, par contre, c'est inspiré du Groovy. Il y a un certain subset de choses qui sont permises. Donc, par exemple, vous pouvez définir une opération qui s'appelle plus, mais nommer plus et utiliser après le signe plus. Vous ne pouvez pas faire comme en ce cas-là des hashbang smiley et dire que ça, c'est du code valide. Donc, ça reste assez pragmatique. Vous avez aussi la possibilité de faire du infix qui vous permet, en fait, si vous n'avez qu'un seul paramètre et que vous avez spécifié votre méthode ainsi, de ne pas utiliser les parenthèses. Par exemple, vous pouvez faire foo, espace, chaîne de caractères, si vous avez défini votre méthode comme étant infix. Dans certains cas, pour un DSL, ça peut faire du sens. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul paramètre. Et voilà, je vous remercie de votre attention. On a été pas trop mauvais, surtout moi d'ailleurs, hein, merci. Vous pouvez suivre mon blog, vous pouvez consulter mon compte Twitter et surtout vous pouvez consulter le petit bout de code que j'ai fait et vous voyez les étapes que j'ai faites petit à petit si vous voulez le refaire chez vous. Et le gros projet que je vous ai montré s'appelle Kaadin. Voilà. À la disposition, tu me passeras le lien. Ouais, je peux tweeter après, puis je vous envoie tout ça. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on boive et qu'on mange? Qu'est-ce que tu penses du compagnon object? Tu l'as pas présenté, mais du coup c'est le dernier truc sur lequel je me suis pris la tête. Alors, le compagnon object. Donc, je vais vous montrer le compagnon object. Le companion object, pour moi, c'est « Ah, à l'aide, je suis un développeur Java, je veux des méthodes statiques, mais je ne peux pas en avoir. Donc, je vais créer un companion object. » Et très honnêtement, je l'utilisais aussi beaucoup au début, et maintenant, c'est point du tout, rien du tout. Donc, je crée un nouveau fichier Kotlin. Foo, parce que j'aime bien foo. Ah oui, un truc bien, c'est que vous pouvez avoir... on ne vous embête pas pour savoir qu'il faut une classe par fichier, mais une classe publique par fichier. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ok. Donc, le companion object, c'est le fait de dire ouais, alors là, j'aimerais bien une function foo, mais qui soit rattachée à Toto, mais pas vraiment en fait. Donc là, je définis ma fonction, voilà, et je l'appelle comme ça. Ok. Et donc, moi, ma question, c'est en fait, pourquoi est-ce qu'on la rattache à une classe? Première question. Il faut que je dise qu'elle est un petit peu encore, sinon, voilà, ça ne marche pas bien. Première question, et voilà, pourquoi est-ce qu'on ne la met pas directement au sein du package? Pourquoi est-ce qu'il faut impérativement la rattacher à une classe? Parce qu'elle a peut-être va utiliser peut-être un paramètre qui est à l'intérieur de la classe. Alors, reprenons la même chose. Donc, elle veut utiliser un paramètre, donc function to, tac. Et puis, elle a un paramètre de type string qui s'appelle string. Hop. Et puis, on fait string. String, c'est quoi string? Ah non, c'est un companion object. Non, tu peux pas. Donc, ça ne marche pas bien, en fait. Donc, je recommence. Au départ, j'essayais de... En fait, le truc, c'est qu'on essaye de faire, de se raccrocher à ce qu'on connaît, et franchement, hein, je te promets que je l'ai fait, et donc de dire, ah, j'ai une constante, donc je vais la mettre dans un companion object. Ouais, alors maintenant, mets ce constante, en fait, c'est simple, hein. Voilà. Private, val, string est égal à, youpi, voilà, ça, pour moi, c'est une constante. Et si tu veux une variable statique, tu fais la même chose, quoi. Moi, c'est ce que je fais. Ouais. Je dis pas que c'est peut-être là, mais en tout cas, le companion object, Dans les bonnes pratiques, pourquoi ils disent pas de faire ça et de créer un companion object? Parce qu'il faut que les pauvres développeurs Java qui n'ont pas encore vu la vraie vérité ultime de Kotlin puissent se raccrocher à quelque chose. Il ne faut pas les perturber. Non, je sais pas. C'est le moyen que ça soit interopérable dans l'autre sens. Alors, ça, c'est clair. Oui et non. Parce qu'en fait, ici,
ce qui va se passer quand tu vas compiler ça, tu vas avoir une méthode dans une classe qui s'appelle foo.kt.class. Enfin ici en l'occurrence une val dans foo.kt.class. Donc, mais ce qui est possible aussi de faire, c'est de définir. Je sais plus, il y a moyen, mais alors moi, j'ai pas eu cette problématique-là effectivement. Il est possible de définir le nom dans lequel ça doit être compilé si tu veux pas que ça soit le nom du fichier suffixé par KT. Mais en tout cas, pour faire que du Kotlin, et moi maintenant tous mes projets perso je les fais en Kotlin, tous mes exemples de code je les fais en Kotlin, Companion Object c'est zéro. Mais effectivement, l'interopérabilité, je pense que ouais, c'est une raison possible. Petite question générique, l'état de l'art par rapport à l'utilisation de Kotlin sur des vrais projets dans le sens que ce soit web, que ce soit back-end, que ce soit quelque chose d'autre. Des exemples d'appli Ah, un truc hype. Il y a quoi? Il y a les mecs qui ont fait la blockchain sous Kotlin. Hein. Kotlin blockchain. Au début, vous avez dit on peut Corda. compiler en Java. Ouais, en JavaScript. En JavaScript, du coup, on peut l'utiliser à la fois pour faire ouais. la partie web ouais. et la partie backend. Ouais. Du coup, le plus cadre d'utilisation, c'est pour avoir une appli codée en Kotlin, la totale. Mais alors ça dépend. Hein. Ça dépend de toi. Il y a des gens qui utilisent Kotlin que pour Android, JavaScript, ils s'en foutent. Moi, je suis plutôt back-end. Je l'utilise vraiment. Par exemple, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui travaille beaucoup justement au sein de Pivotal, au sein de l'équipe Spring Boot, pour avoir vraiment des DSL Kotlin pour Spring Boot, pour définir tes bins, qui sont exceptionnels. Moi, ça me fait triper, quoi. Après, les trucs JavaScript, j'y connais pas grand-chose, j'ai pas envie de mettre les pieds dedans, mais... Un peu comme je le disais, il y a Data2Viz, c'est une boîte qui est à Genève, ils sont 2 ou 3, et puis ils ont fait toute une librairie sur Kotlin, et puis transpilé en JavaScript, il y a une partie qui est Java, et puis ils réutilisent, je crois, presque 40% du code. Tu as la même API et tu peux l'utiliser en Java et en JavaScript. C'est un peu le but là, en fait, aujourd'hui avec Angular et backend, Spring, on a beaucoup de DTO, beaucoup d'objets, avec TypeScript aussi, qu'on est obligé de redéfinir. Ouais. Dans les deux parties. Il y a des plugins qui vont faire ça pour nous, ok, mais avoir le même langage et partager une partie du bridge. Voilà, ça c'est un cas d'utilisation. Après, la question que moi je peux poser, c'est pourquoi vous faites un back-end et un front-end plutôt que de faire du vadin. Mais ça, après, ça. La plupart du temps, c'est inutile. Hein, juste, mon expérience, moi pendant plus de 15 ans, je fais du consulting, c'est quand tu as une équipe back et une équipe front et que tu leur donnes chacun des trucs, ils vont aller très très vite au départ, ça va prendre X, puis au moment d'intégrer, ça va reprendre X. En fait, je n'ai jamais travaillé avec une équipe qui sépare les deux, nous on est toujours au full stack. C'est vrai? Toujours. Eh ben, tu fais partie de la catégorie de gens dont je parlais au départ, c'est-à-dire qu'ils sont très très bien payés parce qu'ils sont très très bons dans partout. Très très bons partout, c'est pas toujours le cas. Parce qu'on ne peut pas être très bon partout. Ben voilà, ouais. Toujours une affinité. Chacun une équipe dans laquelle il y a les deux compétences. Oui, mais quand on reçoit quelque chose à faire, en fait, c'est la base de données. Non, mais c'est très bien. C'est le code Spring en Java et c'est la partie front. Moi, alors après, quand j'ai travaillé dans certains comptes, déjà les gens, s'ils étaient moyens en back-end, c'était bien le bout du monde. Hein. Alors, mais oui, j'ai vu j'ai rarement rencontré des équipes où on faisait, et pourtant ce serait le mieux, hein, faire coder end-to-end la fonctionnalité. Mais si c'est le cas, très bien, très très bien. Ça me rappelle un petit peu ce qui a été avancé pour Scala il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on disait qu'il y avait une interopérabilité entre Java et Scala et qu'on pouvait commencer... C'était pas leur selling point en tout cas. Hein. En tout cas, ça c'était un selling point. C'était mis en avant pas mal au début. Très bien. Ah ouais. Jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui l'utilisent vraiment, c'est ça? On a eu une présentation d'Oderski, mon ancienne boîte, était venue en disant oui, vous pouvez justement faire opérable, vous pouvez
migrer petit à petit de Alors, Java à Scala. Tu peux couper la caméra parce que je vais dire un truc. Non, mais je rigole. Non, Martin Odersky, j'ai arrêté d'écouter ce qu'il disait le jour où, j'ai regardé une de ses vidéos YouTube. Désolé, Martin, hein, mais on se connaît pas, mais t'inquiète. Il disait oui, mais en fait, la programmation fonctionnelle est beaucoup plus populaire parce que regardez le nombre de conférences sur la programmation orientée objet et regardez le nombre de conférences sur la programmation fonctionnelle. Et donc, si on compare les deux, bah ouais, alors donc il n'y a pas beaucoup de conférences sur l'électricité, donc ça veut dire que l'électricité n'est pas très populaire. Et si tu veux, c'est ce genre d'argument venant de quelqu'un qui est normalement est censé être quand même un scientifique et avoir des arguments factuels. Donc si tu veux, j'ai arrêté de l'écouter quand même, le monsieur. Désolé Martin. Je reviens à la question. Parce que, Oui. Donc la question c'est, ça a été vendu comme ça, et moi j'ai acheté, j'ai fait Désolé. énormément de tests avec du code de test, et c'est bien pour faire des codes de test, c'est pas mal, c'est puissant. Mais le problème c'est bon, la lenteur de la compilation, Oui. et c'est surtout l'intégration avec l'IDE, avec le build, etc. Est-ce que je vais être de nouveau déçu avec Kotlin? Alors, À l'époque de Scala déjà, parce que alors très honnêtement, hein, Vu mon âge, les gars le qui... siècle passé. Non mais ce qui est... moi, Là, j'étais une soutenance en Scala, du coup je peux te dire que moi j'ai vécu la même chose au début parce que ça ne suivait pas le IDE que j'utilisais, c'était Eclipse à l'époque, ça compilait pas en même temps et c'était vraiment lent. C'est pour ça qu'après j'ai pu coder rien en Scala. Ouais. Mais je crois que justement avant Doty, bah, c'est toi l'expert Scala, mais justement là ils sont en train de refaire le compilateur, mais ils ont 27 passes de compile les gars. C'est ça, hein. Moi j'ai plus suivi, à vrai dire. Et il y en a qui font du Scala un peu amélioré parce que je crois qu'ils en ont plus que 20 ou 15. Ça veut dire qu'ils perdent une partie des fonctionnalités du langage. Hein. Ils ont créé une boîte à l'EPFL avec des anciens de TypeSafe, dans laquelle ils fournissent un compilateur Scala as a service. Pour justement Donc, ok, donc pour revenir à ta question, ma réponse elle est compilation. super simple. Les gens qui font le langage, c'est les gens qui te fournissent l'IDE. Oui, mais je ne Ah si, peux pas toujours utiliser IntelliJ. Pourquoi? je sais pas, on ne fait pas toujours ce qu'on fait. Si. Tu es développeur, donc tu fais ce que tu veux. Si, donc tu utilises l'IDE qui te convient le mieux. Si tu veux faire du Kotlin, oui, tu peux utiliser Eclipse. Tu peux même faire tu peux même faire du VI. Ça m'a marché, hein. Bon, Mais on va faut être dire ça sérieux. comme ça. Alors il y a mes goûts, et puis je ne veux pas imposer mes goûts aux autres. S'il y a des gens qui utilisent Eclipse, je ne veux pas imposer Eclipse pour qu'ils compilent mes projets. Alors, moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, un des gros selling points de n'importe quel techno, c'est l'outillage. Oui. Eh ben, l'outillage, il t'est fourni. Tu veux pas utiliser l'outillage qui est fourni, tu veux construire un mur de briques avec des tournevis, il n'y a rien qui t'en empêche. C'est plus compliqué. C'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Ça, c'est une réponse à la Odersky. Non, il y a l'IDE qui est intégré, qui te fournit tous les outils. Justement, les possibilités de dire « Ah, regarde, là, tu as utilisé le setter, tu peux passer par la property. Là, tu peux faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Tu choisis d'utiliser un autre IDE. Bah ouais, oui, tu peux le faire. C'est possible. Est-ce que c'est possible avec Très honnêtement, je sais que c'est Il y a un plugin, possible. ouais. Est-ce que je sais si ça marche? Je ne sais pas. Parce que moi, j'ai IntelliJ, et quand je veux faire du Kotlin, je fais IntelliJ, et je me pose pas les questions. Et ça Et coûte même quand 100... on ne fait pas du Kotlin. Hein. Bon, alors ça c'est autre chose. Mais j'ai mis longtemps à passer parce que pendant très très longtemps j'étais un fan d'Eclipse et j'ai essayé de passer 3 fois IntelliJ et les 2 premières fois j'avais du mal. Mais c'est vrai que depuis que je fais du Kotlin je me pose plus de questions. Mais l'outil est fait pour ça. Tu peux prendre, je vous ai montré, tu prends du code Java, tu fais du copier de code Java, tu le colles dans un fichier Kotlin, tu as du Kotlin. Tu n'as pas forcément du super clean, Kotlin, etc. mais tu as du Kotlin quoi. Ça, ouais, tu peux le faire à la main. L'intérêt. Eclipse te propose aussi. Avec Scala, tu prends du Java, tu le colles dans... Mais je ne sais pas s'il le fait dans Kotlin. Mais encore une fois, là, je ne peux pas parler sur Eclipse. Ce que je sais, c'est que IntelliJ est fait pour ça. Si tu veux choisir un autre outil, après, c'est toi qui regardes si ça te convient ou pas. Par exemple, ça copie. Alors, regarde, mon projet, il est Maven. Hein. JetBrains fournit le plugin Maven. D'accord.
D'ailleurs, Kaadin et Maven. Hein. Donc là, c'est tout du Maven, tu vois. Oui, moi, je suis parti, j'ai fait un POC dans ma boîte, je suis parti dans le projet Java. Il y a un menu Tools dans JetBrains, enfin dans IntelliJ. Tu dis rajouter Kotlin. En fait, il te modifie le pomme Maven pour ajouter les dépendances, les plugins qu'il faut et le support. C'est assez bien foutu. Moi, je te dis, moi, le truc qui me flingue, hein, qui me fait vraiment triper, tu peux regarder, tu prends du code Java, okay, tu fais un copier-coller et tu as du code Kotlin. Mais franchement, c'est du délire. Mais IntelliJ, il le fait aussi avec le code Scala. Le plugin Scala fait la même chose. Yes. Après, je sais pas quelle est la qualité respective. Tu peux même, non, enfin moi je le trouve pas, mais au départ c'est pas mal. Tu peux même faire, si je fais ça, c'est quoi? C'est Maj CTRL K. Non, alors c'est quoi? C'est comme ça. Convert Java to Kotlin. Tu prends le fichier entier et tu fais Convert Java to Kotlin. Et voilà, hop, pouf, j'ai du code Kotlin. Il n'est pas toujours très bon. Parfois il se trompe. Il y a des lambda Java typiquement. Ouais. Parfois il se trompe et en plus c'est pas du code qui est parfois toujours très idiomatique. Mais franchement, pour démarrer, c'est nickel quoi. Mais encore une fois, tu peux choisir des outils qui sont pas faits pour. Après. C'est juste. Voilà, c'est un aspect déterminant ou pas. Eclipse ne supporte moins bien Kotlin que. Oui, puisque l'éditeur a l'IDE et le langage. Donc oui, c'est sûr que en plus, c'est pas forcément dans l'intérêt. Maintenant, si tu veux, tu peux utiliser Eclipse. Je ne le conseillerais pas. Si tu le fais, ça ne viendra pas de moi. D'autres questions sur les DSL ou les Donc les DSL dans la vraie vie, bah voilà, vous avez le vous avez toute l'intégration nouvelle de Spring Boot. Vous avez un DSL complet. Bah, d'ailleurs, je peux vous le montrer. Migration Demo. Tac. Pouf. Donc là, c'est un fichier de configuration Spring dans lequel il n'y a pas une seule annotation. Pas une seule annotation. Et c'est même l'application entière. C'est pas uniquement la configuration. Oui, mais ça, c'est pas du Spring. Hein. Ça, c'est du MongoDB. Voilà. Et tout le reste, vous voyez que c'est que du DSL. C'est que du DSL. Et moi, voilà, moi, je suis assez fan de ça, quoi. C'est assez clair, c'est beau. Voilà. On a les larmes aux yeux. Écoute, je me retiens un petit peu, là. Bon, bah, s'il n'y a plus pas de questions, et voilà. Hein. Je t'enverrai des mails. Envoie-moi des mails. C'est cool. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Merci.